Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Qui est à l'origine de l'attentat à Madagascar qui a coûté la vie à 3 personnes, dont un bébé? L'explosion s'est produite dans un stade de la capitale à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le président met en cause l'opposition. Depuis des semaines, des rumeurs de déstabilisation ou de coup d'État circulent dans la presse. Et puis nous irons en Tunisie, 1 an après l'attentat de Sousse qui avait coûté la vie à 38 personnes. Le pays mise sur le renforcement de la sécurité pour tenter de reconquérir des touristes. Un ultime hommage à Papa Wemba. Plus de 2 mois après sa mort, nous irons dans le village natal du roi de la rumba à Dongo, dans la province du Sankuru. Une stèle a été inaugurée en sa mémoire. Un hommage qui s'est terminé par un grand concert. Sa veuve, Maman Amazon, était accompagnée de députés du parti au pouvoir, mais aussi de l'opposition. Le bilan de l'attentat à Madagascar s'est alourdi. Il est passé à 3 morts et 91 blessés. L'opposition et le chef de l'État se renvoient la responsabilité de cette attaque qui s'est produite dans un climat politique très tendu. Le reportage de notre correspondant dans la capitale Antananarive, Gaël Borgia. Un défilé militaire ordinaire dans une ambiance bon enfant. Rien ne présageait un bain de sang ce dimanche. Mais à 19 h, alors que la fête de l'indépendance bat son plein dans ce stade, c'est la confusion. Au milieu des détonations de feux d'artifice, une autre détonation se fait entendre. C'est une bombe artisanale. Bilan, 3 morts et plus de 80 blessés. Les autorités dépassées disent n'avoir rien vu venir. On était venus pour assister à la fête nationale. Et c'est la mort qui nous a frappés. Ça nous fait mal au cœur. Si c'est comme ça que ça se passe, on dirait qu'il n'y a pas de gouvernement à Madagascar. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est notre enfant qui est mort aujourd'hui. Il ne faut plus que ça se répète. Des rumeurs de déstabilisation circulaient dans la presse depuis plusieurs semaines. Une explosion sans gravité a eu lieu quelques jours avant l'attaque meurtrière et une personne a été arrêtée. Pour le président, il s'agit d'un acte politique. Pour l'heure, très peu d'informations sont divulguées sur l'enquête. Des perquisitions et arrestations sont en cours. Et puis du côté de l'opposition malgache, plusieurs voix se sont élevées ce lundi pour rejeter ces accusations. De nouvelles violences à Bangui. Un casque bleu sénégalais a été retrouvé mort dans le quartier de Miskine. Ça s'est passé vendredi, mais on l'a appris ce lundi. On va en parler tout de suite avec notre correspondant à Bangui, Edouard Dropsy. Edouard, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame ? Bonsoir Pauline. Oui, ce que l'on sait de ce drame vendredi dernier, c'est qu'un casque bleu sénégalais s'est rendu, voulait se rendre au PK5 afin d'assister à la prière du vendredi. Sur la route, dans le quartier de Miskine, il aurait refusé de se soumettre à un contrôle d'identité ou tenu par des FACA, les forces armées centrafricaines, ou par d'autres habitants. Toujours est-il qu'il a refusé donc ce contrôle et il a été abattu notamment d'une balle dans la tête. En fouillant son corps, les habitants ont découvert qu'il était membre de l'ONU et son corps a été déposé ce week-end à l'hôpital général de Bangui. Cet incident se produit dans un climat de tension qui revient à Bangui ces derniers jours, avec notamment la semaine dernière au PK5 des affrontements entre la population et les casques bleus, ainsi que nombreux enlèvements de policiers. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Edouard Dropsy, en direct de Bangui. Puis la Centrafrique, toujours avec ce rapport accablant de Human Rights Watch contre une unité de police accusée d'avoir exécuté 18 personnes. L'ancien directeur de l'Office central de répression du banditisme, Robert Yekwa-Kété, démis de ses fonctions le 8 juin dernier, serait directement impliqué dans 13 de ces incidents, d'avril 2015 à mars 2016. L'ONG a recueilli de nombreux témoignages et appelle le gouvernement centrafricain à ouvrir une enquête transparente. La résurgence de la violence en Centrafrique, mais aussi au Burundi, ont été au menu d'une rencontre au sommet entre les deux Congos. Le président Kabila de RDC a rencontré son homologue Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Les deux chefs d'État ont appelé au dialogue l'ensemble des partis en conflit au Burundi. C'est le seul moyen de résolution de leurs différends, ont-ils indiqué.
Et puis on l'a appris ce lundi également au lendemain de la cérémonie marquant le premier anniversaire des attentats de Sousse qui avait fait 38 morts, dont 30 britanniques. La Tunisie exhorte le Royaume-Uni à ne plus déconseiller le pays à ses touristes. Depuis les attaques successives revendiquées notamment par l'État islamique, le secteur du tourisme s'est effondré. Alors pour tenter de le redresser, les autorités misent sur le renforcement de la sécurité. Le récit de Salima Belhadj. Dans la cité balnéaire tunisienne de Yasmine Hammamet, les forces de police sont présentes à l'entrée, mais aussi sur les plages. Contrôle de sécurité et caméras de surveillance dans les hôtels sont devenus la norme. Les établissements ont mis les moyens sur la sécurité afin de vendre la destination Tunisie. Autrefois, on vendait le soleil, on vendait les plages. Maintenant, on vendait le soleil, les plages et la sécurité. La sécurité maintenant devient un argument de vente. Et voilà, on dépense beaucoup plus sur la sécurité et on essaye de montrer et de valoriser l'effort sécuritaire, quel que soit de l'État, quel que soit de l'établissement. Un an après l'attaque sur la plage de Sousse, qui a tué 38 touristes, la sécurité est la priorité des autorités pour faire revenir les voyageurs. Le tourisme est une industrie vitale pour l'économie tunisienne. Le secteur représente 7% du PIB du pays. En préparation de la saison touristique, nous nous sommes concentrés sur 3 ou 4 points dont le plus important est la situation sécuritaire. Les visites d'inspection sont quasi quotidiennes pour toutes les installations touristiques, les restaurants, les sites historiques, les unités hôtelières, ainsi que le suivi du respect des circulaires communes du ministère du Tourisme et de l'Intérieur. Les marchés européens traditionnels comme la France ou la Grande-Bretagne ont chuté de 65% par rapport à 2010, avant la Révolution. La Tunisie se tourne donc vers l'Europe de l'Est pour revitaliser ce secteur en souffrance. Nous avons espoir cette année que les Russes qui nous font confiance, c'est un marché sur lequel nous nous sommes investis depuis plus d'une dizaine d'années, que ce marché puisse retrouver ses couleurs en Tunisie. Les chiffres des réservations jusque-là sont bons. J'espère qu'ils se confirmeront réellement. Le gouvernement tunisien espère recevoir 300 000 touristes russes cette année, 6 fois plus qu'en 2015. Et pour assurer leur sécurité, 1500 agents supplémentaires devraient être déployés sur le terrain. La première dame des États-Unis est au Libéria avec ses 2 filles. Premier jour d'une tournée en Afrique consacrée justement à l'éducation des jeunes filles. Après avoir été accueillie à l'aéroport par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, Michelle Obama s'est rendue dans un centre d'éducation pour jeunes filles financé par les États-Unis à 70 km de la capitale. Demain mardi, Michelle Obama se rendra au Maroc. Il est mort le 23 avril dernier à Abidjan, mais le Congo n'en finit pas de rendre hommage à son héros national, Papa Wemba. On va se rendre dans la province de Sankuru, ex-Kasaï oriental. C'est là que se trouve Dongo, le village natal du roi de la rumba. Un hommage qui a été rendu en présence de sa veuve, accompagnée d'une délégation officielle. Le reportage de Thomas Nicolon. Pour la toute première fois, Maman Amazone, la veuve de Papa Wemba, pose le pied à Dongo, le village natal du roi de la rumba congolaise. Accompagnée d'une délégation d'officiels, elle est accueillie en fanfare. Il m'a tout donné, mais sauf ça. J'ai rencontré toute ma belle famille. En arrivant, j'étais en pleurs. Mais là c'est la joie de rencontrer tout le monde et l'accueil qu'ils m'ont fait. Donc je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, selon les on-dit. Mais là, vraiment, je suis surpris. Une stèle est inaugurée en l'honneur de Papa Wemba, l'homme qui continue à faire la fierté de toute la province du Sankuru. C'est un souvenir qui restera jusqu'à la fin du temps. Nous avons encore d'autres petits projets ici, à Dongo, parce que nous sommes vraiment très très fiers d'avoir eu Papa Wemba comme un grand frère, comme un père et comme un idole. Plusieurs milliers de personnes ont ensuite assisté à un immense concert au stade Patrice Lumumba de Lodja, où Papa Wemba avait prévu de se produire en décembre prochain. Au cœur d'une année électorale entourée de flou, cette grande fête a rassemblé les Congolais de tous bords. Il n'y a pas de couleur politique, c'est le peuple Atetela qui honore le fils Atetela qui est allé pour porter au loin la culture des Atetela, la culture du Congo. Nous sommes tous très fiers de lui. Il va vivre éternellement dans le cœur de tous les Congolais, comme vous le voyez.
Déjà plus de 2 mois que l'idole congolaise est décédée, mais la province du Sankourou et la RDC tout entière n'ont pas fini de danser au rythme des mélodies du roi, Papa Wemba. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Billet retour. Tarek, Jalal et Sobhi. Ils sont nés dans les années 80 dans les camps de Sabra et Shatila à l'ouest de Beyrouth. Ces 3 copains auraient pu choisir le chemin de la violence et des armes. Malgré la précarité et l'insécurité, ils ont préféré créer il y a 5 ans une école au cœur des camps. Fondée sur une amitié indéfectible, cette école a peu à peu changé le quotidien des enfants réfugiés. Aujourd'hui, l'espoir d'un avenir au-delà des camps est enfin permis. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.